Bien. Excusez-moi. Donc nous allons reprendre après cette pause. Voilà. Donc, eh bien, je vais, comment dirais-je, annoncer et surtout présenter très brièvement, parce qu'il est connu de tout le monde, Monsieur Franck Lesringant. Voilà, professeur à Paris-Sorbonne et un des spécialistes les plus connus, je crois, de sa génération, n'est-ce pas, du XVIe siècle, et entre autres choses, de la littérature de voyage à la Renaissance, bien entendu, mais aussi auteur de biographies de Musset et de Gide. Voilà, donc moi je me crois fantaisiste en changeant de siècle. Bah, Monsieur Lesringant, bien plus que moi finalement. Voilà, donc, il va revenir, je pense, là plutôt au XVIe siècle pour nous parler donc de Marco Polo, bien entendu, dans une autre, donc dans la cosmographie universelle d'André et les vrais portraits et vie d'André Thébé, 1575, donc en complément, je pense, du précédent exposé. Voilà. Oui, je n'ai pas grand-chose. Merci de cette présentation. Donc je reviens un peu au XVIe siècle. Mes dernières publications touchent directement au XVIe siècle. C'est Jean de Véry et Rabelais. Donc je sais. Enfin, je ne pouvais pas dérouler tout là. Non, c'est bien sûr inutile. Alors, cette communication procède d'un article que j'avais fait pour les mélanges de mon défunt collègue Dominique Boutet, et donc j'avais essayé de reconnaître l'influence de Marco Polo, Marc-Paul Vénitien, comme on l'appelle, et comme vous l'avez, il a été cité sous ce titre dans la communication précédente, abondamment. Et donc voilà, faisant suite à Marc-Paul Vénitien, étude publiée il y a 4 ans dans les mélanges de Dominique Boutet, principalement consacrée à François de Belforêt, augmentateur de la cosmographie de Sébastien Münster, ce nouvel essai est consacré à André Thébé, cosmographe des derniers Valois, lequel Thébé donc écrit, ou plutôt signe, une cosmographie universelle, concurrente de la cosmographie universelle de Belforêt, c'est pas la même, et les deux cosmographies universelles de Belforêt et de Thébé sont publiées la même année, en 1575. Celle de Belforêt, comme vous le savez, procède, et comme ça a été répété par Lisa Pache-Maliki, procède de Sébastien Münster, que Belforêt augmente, corrige, redresse dans un sens catholique, parce que Münster n'est pas très catholique, c'est le moins qu'on puisse dire. Münster est un certain cosmographe, et c'est surtout un hébraïsant et un réformateur allemand, installé à Bâle. Et donc Belforêt, qui est très catholique et qui tient beaucoup à son catholicisme, très intolérant aussi, il y a des sorties contre les protestants assez véhémentes dans sa cosmographie universelle, replace la cosmographie universelle dans la doxa catholique. Alors que Thébé, qu'est-ce qu'on trouve chez Thébé? Alors, la cosmographie universelle de Thébé, en fait, au départ, il y avait une seule cosmographie, c'était la cosmographie de Münster, réécrite par Belforêt pour André Thébé. C'était une entreprise unique au départ. Belforêt étant, c'est le ghostwriter de Thébé. Et puis finalement, cette entreprise unique a éclaté, les deux amis se sont brouillés, et finalement, il en a résulté deux cosmographies universelles concurrentes et inégales. La plus discutable, évidemment, c'est celle de Thébé. J'en ai relu de longs passages pour cette communication. C'est assez affligeant, quand même. La lecture est décourageante parce qu'il ne cesse à chaque page de polémiquer contre ses concurrents, contre ses prédécesseurs, etc., etc. Et alors, Marco Polo, donc, est utilisé, est évoqué dans la description de l'Asie, bien sûr, seconde partie de la cosmographie universelle, mais il n'est jamais nommé. C'est ça qui est extraordinaire, il n'est pas une seule fois nommé.
Alors, c'est un Marco Polo clandestin, et tel est l'objet de ma communication. Donc, le dévisement du monde s'achève par une dérive à travers les îles de l'océan Indien. Le voyage du Vénitien jusque la continentale, s'ouvre soudain sur la variété, etc. Donc, le premier des modernes à concevoir le programme d'une description insulaire, ou une description de l'insulaire. L'insulaire, c'est un atlas qui comprend exclusivement des cartes d'îles, des cartes se rattachant aux îles. C'est ce que les Italiens appellent un isolario, et en français, ce que Thévet lui-même appelle un insulaire, un atlas insulaire ou un insulaire, le nom substantivé, adjectif substantivé, donc définit un atlas exclusivement composé de cartes d'îles. Le premier des modernes à concevoir le programme d'une description de l'univers insulaire est Domenico Silvestri, un notaire florentin, ami de Concio Salutati. Son De Insulis et Earum Proprietatibus, composé à la fin du XIVe siècle, se propose de combler une lacune du De Montibus de Boccace, lequel traitait des montagnes, des lacs et des fleuves, mais oubliait les îles. Et pourtant, ces dernières, explique Silvestri, sont d'un grand intérêt en raison de leur qualité singulière. Elles naissent et disparaissent, se déplacent et changent de nom en raison de leur qualité singulière. Au début du XVe siècle, enfin, est composé le fameux Liber Insularum Archipelagi du prêtre florentin Cristoforo Buondelmonti, modèle du livre des îles, Liber Insularum, que va constituer pendant près de 3 siècles le genre de l'isolario ou atlas insulaire. La forme canonique en est donnée par Benedetto Bordone, auteur en 1528 du Libro de tutte le isole del mondo, réédité en 1534 sous le titre définitif d'Isolario, qu'on traduira en français par insulaire, avec un I majuscule. Donc, leurs différences de situation, de dessin et de nature, constituées de terre, elles se définissent par l'eau qui les entoure, expliquent que les îles doivent être traitées à part des continents. De plus, les îles entraînent une disposition particulière de l'exposé. Décrire les îles du monde, ou mieux décrire le monde par île, implique un émiettement de la matière géographique et aussi une plus grande liberté dans la mise en ordre. L'archipel peut être pris à partir de n'importe quel bout et dévidé à volonté, donc selon les parcours les plus variés. Alors on observe que dans la cosmographie universelle de Thévet, déjà, c'est un livre, c'est une œuvre qui décrit le monde par les continents, les 4 continents, mais en fait on s'aperçoit que beaucoup des pays qu'il décrit se réduisent à des îles. Et notamment, dans les emprunts Marco Polo, il y a quantité d'îles. Marco Polo inaugure-t-il le temps des îles? Il l'ouvre et il le ferme tour à tour. La dernière partie du devisement du monde s'intitule « Le livre d'Inde ». Ce livre d'Inde est un livre d'îles. Il décrit, mais pas toujours dans l'ordre, les grandes étapes du retour de Marco Polo vers l'Occident. Parti de Chine sans doute au début de 1291, Marco Polo parvint à Ormuz au printemps 1293. De là, à travers la Perse, il gagne à Trébizonde sur la mer Noire, puis Constantinople et Venise. Venise qui est un archipel. Et Venise a tout naturellement sa place dans les livres d'îles, dans les atlas d'îles. La flotte quitta la Chine au port de Zaiton, Guangzhou, gagna en 3 mois Sumatra, où elle fut retenue 3 mois par des vents contraires, la mousson d'été qui empêchait toute traversée vers Ceylan. Puis ce fut la côte orientale de l'Inde, dite de Malabar, enfin Mécran dans l'actuel Pakistan et Ormuz, à l'entrée du golfe Persique. Toutefois, ce livre d'Inde, ce livre d'îles, n'est pas un récit de voyage, mais un catalogue non linéaire de lieux traversés, côtoyés ou seulement rapportés par ouï-dire. C'est déjà un isolario, en quelque sorte. Il est improbable que Marco Polo ait longé la corne de l'Afrique, et plus encore la côte de l'Afrique orientale. Ce qui ne l'empêche pas de décrire les îles Kouria-Mouria, sur la côte du Dauphin, l'île de Socotra au large de la Somalie, Madagascar et Zanzibar. Du reste, Marco Polo dit explicitement qu'il tient ses connaissances d'informateur, sans doute arabe. À partir du chapitre 183 dans le manuscrit Ménard, consacré aux îles mâles et femelles, on retrouve chez Thévet un chapitre sur les îles mâles et femelles, l'île des hommes et l'île des femmes, Marco Polo ne raconte plus ce qu'il a vu ou ce qu'on lui a appris des contrées jalonnant sa route de retour vers Ormuz, mais il s'attache à décrire les régions de la côte orientale de l'Afrique dont il a entendu parler. D'où la richesse de cette évocation en éléments légendaires, ainsi des îles mâles et femelles, qui rappellent le mythe des Amazones, à ceci près que les femmes en question ne sont pas guerrières.
Voici tout d'abord la version éditée sous la direction de Philippe Ménard. Sachez que, selon le compas des mariniers de cette grande mer, il y a 20 700 îles qu'ils savent sans celles que l'on ne peut aller, où l'on ne peut aller, lesquelles sont toutes habitées. Ou selon la version de Stéphane Hierassimos, sachez très véritablement que nous n'avons pas compté des îles de l'Inde, fort que des plus grandes et des plus nobles provinces et royaumes et îles qui y sont, car il n'y a nul homme au monde qui, de toutes les îles de l'Inde, puisse compter la vérité. Mais ce que je vous ai compté, c'est tout le meilleur et la fleur de l'Inde. Sachez en effet, en cette mer de l'Inde, il y a 12 700 îles, habitées ou non habitées, selon ce que disent les marins et les grands pilotes de la région. Dans le devisement du monde, le nom de Zanzibar ou Zankibar, ou encore Sangibar, désigne plus que la petite île de Zanzibar, l'arrière-pays continental. Se rapportant à tout lieu enclavé, à toute terre accessible seulement par la mer, le terme d'île induit souvent en erreur. À partir de là, c'est toute une portion de la côte d'Afrique qui s'est trouvée insularisée pour dériver ensuite à travers l'océan Indien. Dans son commentaire, Le Testu, le capitaine Le Testu, qui est l'auteur d'un atlas manuscrit conservé à Vincennes, définit ainsi Zanzibar. Zanzibar, île habitée de grands hommes. La légende des géants de Zanzibar remonte elle-même à Marco Polo, qui les peignait noirs, nus, cheveux crépus, yeux exorbités, grande bouche lipue, capable de porter la charge de 4 hommes normaux. Ce Zanzibar du grand large connaît une fortune considérable jusqu'à la Renaissance. L'île de Zanzibar figure, par exemple, en 1532 dans l'Isolario de Benedetto Bordone, à la latitude de Madagascar, Madagascar, mais à l'ouest de celle-ci, avec un commentaire similaire, laquelle nourrit des hommes et des femmes de la stature des géants, et noirs comme éthiopiens. Tel que le Testu la représente avec son duel de géants armés de bâtons, donc dans sa cosmographie universelle, qui est un atlas insulaire, qui est un insulaire de 1556, l'île de Zanzibar est très exactement reproduite dans ses contours, ou plutôt décalquée de l'atlas Valar de 1547, où elle apparaît sous cet autre nom, l'île des géants. Zanzibar ou l'île des géants. On reconnaît le même appendice triangulaire à l'ouest, bordé pareillement d'écueils multicolores. Le Testu a seulement changé le contenu de l'île. Les deux géants tout roses qui s'entrebattent remplacent le spectacle plus barbare encore, celui d'un boucher cannibale débitant à coups de hache un corps humain sur une table à tréteaux. Ça, c'est une illustration qu'on trouve chez Münster, dans la cosmographie universelle en particulier. Madagascar, dans la même carte, ne paraît poser aucun problème. Et pourtant, c'est là aussi l'héritage de Marco Polo, capitale de la Somalie, dont il est question, en réalité dans le devisement du monde, et la grande île presque homonyme découverte par le portugais Diogo Dias en 1500. Sous l'autorité de Marco Polo, les cartographes ont transporté ces deux îles en plein océan. Or, tandis que Madagascar, reconnu par les navigateurs portugais, s'ancre pour finir et s'arrime le long du flanc de l'Afrique, Zanzibar poursuit sa dérive vers l'est. Dans la cosmographie universelle de Le Testu, Zanzibar, égaré au milieu de l'océan Indien, se retrouve vis-à-vis d'un promontoire de la Grande Jave, cette partie du mythique continent austral qui remonte jusqu'à l'île de Java. La Grande Jave ou Java la Grande, c'est une expression qu'on trouve chez Le Testu, mais aussi chez TV, dans la cosmographie universelle de TV. Le dessin général de cette carte s'inspire très exactement d'une carte de l'Atlas Valar, orientée quant à elle le nord en bas. Moralité, l'île étant par essence inconstante, les îles sont inconstantes, les continents sont constants, les îles, non. L'île étant par essence inconstante et mobile, il suffit de baptiser île un quelconque territoire pour l'arracher à ses assises continentales, sectionner ses racines et l'exposer à d'imprévisibles errances. Zanzibar est typique de ce temps des îles où le monde en expansion s'émiette en un archipel innombrable avant de se recomposer, un temps des îles qui ouvre l'âge moderne et qui ouvre de Marco Polo à Christophe Colomb et à Vespucci. Christophe Colomb découvre des îles, il n'a jamais découvert l'Amérique, c'est une erreur. Il a découvert des îles, il découvre un archipel. Et il est un peu désespéré parce qu'à chaque fois, c'est une île, c'est un chapelet d'îles qu'il découvre et il rate l'Amérique. Le dépôt du Moyen-Âge a recouvert des pans entiers de l'ancienne map monde. C'est la strate qui correspond au voyage de Marco Polo. Le Tibet, la Chine, le Japon et les îles de l'océan Indien lui doivent en grande partie leur nouveau linéament. Avalanche de noms sinisants dans la cosmographie universelle d'André Tevet, même si l'Asie est traitée par-dessus la jambe, pourrait-on dire. J'ai relu méthodiquement toute la partie asiatique de la cosmographie et c'est vraiment hallucinant.
c'est une succession d'envolées polémiques contre tous ceux qui ont écrit avant lui, donc contre Belforêt principalement, hein, avec qui il est définitivement brouillé, contre Münster, contre Ramuzzo, etc. En vérité, il apparaît que l'Extrême-Orient occupe une portion minime dans le quart de la cosmographie consacrée à l'Asie. L'Asie vient en second après l'Afrique et précède l'Europe, fort amplement traitée, et l'Amérique, pratiquement réduite au Brésil. Le Brésil des mangeurs d'hommes, le Brésil des cannibales, le Brésil des Tupinambas, plus exactement, que TV a excellemment décrit. C'est la seule partie de la cosmographie universelle qui mérite un intérêt ethnographique, hein, comme l'a montré Suzanne Lussanier. TV n'y a séjourné que quelques semaines, mais il a rapporté dans ses bagages des quantités de textes recueillis sur place par les truchements, hein, qui servaient d'interprètes entre les colons et les Indiens. L'Asie. Dans la cosmographie universelle de Belforêt, revue d'après Münster, Marc-Paul Vénitien donc, est cité le plus souvent avec déférence, hein, mais souvent accompagné de polémiques assez violentes qui visent évidemment André Tévé. La conclusion du passage concernant donc cet extrait de Belforêt vise évidemment André Tévé. Je cite : « Si donc cet Arménien, est-on l'Arménien, et Marc-Paul Vénitien, qui a aussi fait le voyage vers le Cathay et terres orientales sujettes au Grand Cham, quelque temps avant le susdit Eton, ne nous eussent défriché le pas, nous serions sans en avoir aucune connaissance, car tous ceux qui en ont écrit depuis l'ont pris et emprunté des susdits, sans leur en rendre grâce, ainsi que font d'autres de notre temps, trop grossiers pour bien faire, qui ne leur soutiendraient le menton, trop grossiers pour bien faire, qui ne leur soutiendraient le menton, et plus présomptueux que de raison, ainsi que sont ordinairement les ignorants, en tant qu'ils se vantent d'avoir vu la Tartarie, de laquelle jamais ils n'approchèrent à 400 lieues, et ne virent onc Tartare s'ils n'ont vu quelques Circasses ou Précopiens de la mer Majeure à Constantinople. Il s'agit évidemment de TV qui est attaqué sous cette phrase assez véhémente. Nous donc, n'ayant appui non plus que tous ceux qui en ont écrit pour parler des rois tartares, ne voulons aussi être si arrogants que de parler rien d'une autre, ins en l'histoire royale des Vloutcham, prétendons suivre les auteurs cis-nommés, lesquels en parlent en cette sorte. Cet évêque, bien sûr, dont il s'agit, lui qui n'a guère dépassé Constantinople et les proches rivages de la mer Noire. Lui seul est, je cite, trop grossier pour bien faire, qui ne lui soutiendrait le menton. C'est un poupon en quelque sorte, assez rageur pour se targuer de tout ce qu'il a emprunté aux autres. Plus loin, Belforêt cite Édouard Barbossa et pense toujours à TV. De ce Barbosse veux-je aussi m'aider afin que le cosmographe sauvage, ça c'est encore TV, ne dit que je lui ai dérobé ce qu'il tient de mes vieilles recherches et que toujours il ne continue de s'embellir du labeur d'autrui, ne sachant rien faire du sien, non plus qu'un enfant ne peut se soutenir sans la main et aide de sa nourrice. Un bébé que ce cosmographe sauvage, un bébé colérique, indécrottable comme un enfant. On note l'habileté insidieuse de la formule, ne dit que je lui ai dérobé ce qu'il tient de mes vieilles recherches. En fait, Belforêt n'a dérobé à TV que ce que celui-ci tient des vieilles recherches de celui-là. Belforêt faisait des recherches pour TV et compilait des livres, dont beaucoup en latin, pour le profit de TV. Et on retrouve effectivement ces lectures, le fruit de ces lectures, aussi bien dans la cosmographie de Belforêt que dans celle de TV. Les cités de Manji et de Kinsey sont décrites d'après Niccolò de Conti et Marco Polo. Kinsey tout particulièrement, où Marco Polo séjourna plusieurs fois, s'étonnant de voir tant de venaisons sur les marchés, je cite, chevreux, daims, lièvres, conils, et parmi les oiseaux, je cite, les faisans, francolins, perdrix, cailles, oies, canards, poules et chapons y foisonnant. Le prix en étant à vil marché. On y apprend encore que Kinsey abonde en poissons et qu'il y a en cette ville nombre infini de Bordeaux, de bordel au pluriel. Sont inventoriés les salles des palais publics à Kinsey pour faire noces, sans oublier les barques de plaisir, ainsi pareilles, couvertes et tapissées que sont les gondoles à Venise.
parallèle entre Kinsey et Venise et se trouve évidemment chez Belforêt. Sur le Japon ou Japan, île qui est dite Sipangu par Marc-Paul Vénitien. Île plus ronde que longue et faite comme un ovale, que le Tartare n'a pu dompter, sur les deux îles de Jave grande et petite, autrement dit Java la grande et la petite Jave, et Sumatra, Marc-Paul est allégué et dûment cité. Au passage est moqué l'ennemi des licornes, autrement dit TV. Que dirait ici l'ennemi des licornes, puisque déjà deux auteurs, autrement dit Paolo Conti, et nous, témoignent qu'il s'en trouve. À la différence de Belforêt, TV ne donne pas ses sources. Il ne donne jamais ses sources. Il ne dit, à aucun moment, il ne dit j'ai emprunté, ce que je vous dis, ça vient de tel ouvrage. Au contraire, il attaque souvent les auteurs qu'il cite. Il se lance dans une polémique sur un auteur qu'il cite, sur Münster par exemple, et puis on s'aperçoit qu'il a tout copié chez Münster. Ses interventions sont sporadiques et brutales. Il s'agace de ce qu'on a recopié sous lui et rembarre, je cite, ce gouffre d'injures avec ses fables et singeries, autrement dit Belforêt, le compilateur ONI de l'histoire universelle du monde. Alors, TV a travaillé plus difficile. Évidemment, une fois qu'il s'est retrouvé abandonné par Belforêt, qui a travaillé pour son compte, il s'est retrouvé un peu dépourvu. Et il a pris du retard. Et sa cosmographie est parue après celle de Belforêt. La même année, 1575, mais elle est parue avec quelques mois de retard. Et quand TV attaque Belforêt, il s'en prend très souvent, beaucoup plus qu'à la cosmographie universelle de Belforêt, il s'en prend à son histoire universelle du monde, compilation qui précède la cosmographie universelle refondue d'après Münster, et un ouvrage, dit TV, que Belforêt a fureté, a volé à Jean de Baume, à Johannes Bomus. Mais laissant ces contes et rêveries des anciens, déclare-t-il, et farceurs de mon temps, ils ont laissé de belles écritures pleines de mensonges. Voilà. À propos des monnaies censées avoir cours à Sumatra, la formule n'est pas dénuée d'accent politique. Je ne puis ici me taire d'une très lourde faute écrite dans l'Histoire universelle du monde de Jean de Baume, chapitre 9e, toutefois inventé, alors la formule est très belle, par le cosmographe des torrents périlleux du pays comme un joie. Le cosmographe des torrents périlleux du pays comme un joie, c'est Belforêt. Il est né en Comminges, à Saint-Martin de Comminges, et il est remonté jusqu'à Paris où il est arrivé surtout des malheurs. Originaire du Comminges et qualifié de cosmographe des torrents périlleux, Belforêt osait prétendre, ou plutôt n'a eu honte de dire, que les barbares sumatriens usaient de monnaie d'or, d'argent et d'étain, portant l'idole du diable, et au revers un char de triomphe tiré par 4 éléphants, ce qui est totalement faux selon TV. Le correcteur et fureteur des labeurs de Münster mérite d'être corrigé pour n'abuser le lecteur de telle folie. Autre formule désignant Belforêt, je laisse ces fables aux bâtisseurs d'histoires tragiques et à ceux qui les aiment plus que moi. Alors, il s'agit encore de Belforêt. Pourquoi les histoires tragiques ? Les histoires tragiques, c'est un genre littéraire qui a fait fortune. Des histoires tragiques écrites et rassemblées de Boestio jusqu'au milieu du XVIIe siècle. C'est un genre qui a eu beaucoup de succès et où l'on peut lire la première version de l'histoire d'Hamlet. Shakespeare a trouvé son histoire d'Hamlet dans une histoire tragique de Belforêt. Alors, non content de lui faire concurrence en matière de cosmographie, Belforêt a composé la suite de Boestio, qui fonde un genre, des histoires tragiques promises à un vaste succès, donnant vogue, par exemple, à l'histoire d'Hamlet, dont Shakespeare va s'inspirer. Excusez-moi, je vais terminer. Je retrouve la fin de mon texte est égarée parmi d'autres feuilles. Voilà. Donc, revenons pour terminer à Marco Polo, arpenteur des territoires du Grand Mogol. C'est à lui que TV ou son scribe emprunte sa description de Kinsey, la Venise chinoise, mais il se garde bien d'indiquer sa source, il n'est pas nommé une seule fois. Kinsey est une ville bâtie en île, une ville bâtie sur pilotis, comme Venise ou Témiscitane, l'ancienne Mexico.
Thémistitane est présente dans les insulaires, dans les atlas d'îles, et se trouve chez Benedetto Bordone. On a un plan de Thémistitane. Thévet donne à son tour la figure de Thémistitane, nichée au fond d'une baie, une tour ou un phare à escalier hélicoïdal se dressant à l'entrée. Alors, Thévet ne peut manquer de rappeler ses voyages au long cours, comme vous voyez par le présent portrait, écrit-il, en ayant recouvert le crayon du temps de mes périlleux voyages. Thévet, en toute modestie, parle de ses périlleux voyages. Il parle de ses 18 années de voyage, alors qu'il est allé au Brésil, il a fait un aller-retour, ce qui lui a pris quelques mois tout de même. Au Catet se trouve du Brésil, ou Bois-Braise. Qu'est-ce que vient faire le Brésil au Catet ? Le Brésil est une matière, c'est un bois dont on fait de la teinture couleur de braise. Au Catet se trouve du Brésil ou Bois-Braise, qui rappelle à Thévet d'autres voyages, notamment son séjour sous le tropique du Capricorne, dans la baie de Rio de Janeiro, très exactement, où il est resté quelques semaines, de décembre 55 à janvier 56. Ce Bois-Braise, dit-il, est beaucoup meilleur que celui de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est la France antarctique, c'est le Brésil, mais la longueur du chemin en décourage la traite. Puis viennent les Moluques et la fin de l'Asie, première partie du monde, la plus grande part de laquelle, ajoute Thévet, j'ai vu et circuit par mer et par terre avec les autres 3 parties du monde en 17 ou 18 ans. C'est la longueur que Thévet c'est la longueur de ces voyages que Thévet prétend avoir fait. En fait, il a fait juste un voyage en Orient qui a duré peut-être quelques mois, peut-être quelques années, mais un très bref voyage à travers l'océan jusqu'au Brésil. Nulle mention du devisement du monde dans cette galopade effrénée, s'efface Marco Polo plus que jamais présent, pourtant dans les emprunts mis bout à bout, collés les uns à la suite des autres, dans cette rhapsodie cosmographique où remontent pêle-mêle des fragments sporadiques du passé. Merci. Nous avons encore quelques minutes. Alors cette fois, on a un Marco Polo clandestin, mais je pense que... Ben oui, mais